J'oublie tout le temps. Vous êtes en train de partager votre écran. Je pense que c'est C'est bon? parti. Oui. Donc, je me présente pour commencer l'atelier. Félix Lange-Varnois. Moi, je suis juste là en tant que représentant du groupe de travail sur le développement des personnels. Donc, un groupe du partenariat des bibliothèques universitaires qui organise différentes activités sur différents thèmes. Donc, je suis là, en fait, très brièvement pour vous présenter Mouna Moumen, pour ceux qui n'ont pas eu la chance encore de suivre un de ces ateliers dans les dernières semaines. Donc, je vous remercie d'être présente et présents très nombreux dans cette semaine de l'éducation ouverte pour ce dernier atelier de la série sur les REL qui est offert par Mouna, le quatrième et le dernier de la série, qui s'intitule « Les rôles que peut jouer le bibliothécaire dans la création de REL ». Sur ce, Mouna, je te cède la parole. Merci Félix. Bienvenue tout le monde à ce webinaire qui portera sur, comme Félix vient de dire, les rôles que peuvent jouer les bibliothécaires dans des projets de ressources éducatives libres. À la fin de cet atelier, vous allez avoir un aperçu sur les différentes expertises et rôles classiques que peuvent jouer les bibliothécaires dans un projet de ressources éducatives libres. Vous allez voir des rôles qui émergent, qui sont non conventionnels du bibliothécaire et dans ces projets-là. Et nous allons voir ensemble à quelle étape du processus de création de REL les bibliothécaires peuvent intervenir. Oups, désolé. Commençons par la définition de l'UNESCO des ressources éducatives libres, dans l'acronyme REL. Ce sont des matériels d'apprentissage, d'enseignement et de recherche sur tout format et tout support, relevant du domaine public ou bien partagés sous une licence de droit d'auteur libre ou ouverte. Les REL incluent un large éventail de matériel. Ils peuvent être des fichiers audio, vidéo, des textes, des jeux vidéo. Tous ces beaux formats-là doivent être utiles à des fins éducatives. La licence libre ou ouverte des REL accorde aux futurs utilisateurs des libertés nommées les 5 R. Ces 5 R-là, ou libertés, autorisent leur consultation, leur réutilisation, leur utilisation à d'autres fins, leur adaptation et leur redistribution gratuite et libre par d'autres. Les bibliothèques sont un candidat évident et de choix pour jouer un rôle actif dans le soutien des initiatives de ressources éducatives libres dans nos établissements d'enseignement supérieur. Le concept d'EREL, dont on vient de voir la définition, est de concert avec la philosophie des bibliothèques qui consiste à fournir un accès au savoir pour tous et à fournir l'accès à l'information en tant que bien public. Elle correspond aussi au mandat institutionnel des bibliothèques en enseignement supérieur, de soutenir l'enseignement et la recherche et de favoriser une éducation universelle de qualité, mais aussi de soutenir la formation et la formation continue. L'éveil des bibliothèques à l'émergence du mouvement de l'éducation ouverte et des ressources éducatives libres a commencé en 2009 lors d'une réunion de l'American Library Association avec un forum conjoint de l'Association des bibliothèques universitaires de recherche, la CRL, et la Coalition pour l'édition savante et les ressources académiques, SPARC. Le rôle que pouvaient jouer les bibliothèques à l'époque et les bibliothécaires dans le soutien des initiatives institutionnelles de REL a été mis de l'avant en tant qu'un enjeu professionnel important. Parce que les bibliothécaires ont une multitude de compétences, de technologies qu'ils maîtrisent. Toutes ces compétences-là et expertises-là sont nécessaires au projet REL. Nous allons voir ensemble ces différentes expertises.
Les bibliothécaires peuvent contribuer au bien commun de l'éducation ouverte en créant eux-mêmes des règles. Souvent, ils donnent des formations sur la recherche documentaire, sur la maîtrise de l'information, le libre accès ou d'autres dossiers et développent du matériel pour ce type d'enseignement. Sous forme de REL, ces matériels-là peuvent être une mine d'or et puis peuvent avoir une valeur inestimable pour les professeurs et les étudiants et même pour les utilisateurs au-delà de l'institution des bibliothécaires créateurs de matériel. Les bibliothécaires donnent ici l'exemple de l'utilisation et du partage de contenus ouverts dans leurs pratiques pédagogiques et professionnelles aussi. Ce rôle peut être joué tout au long du travail du bibliothécaire et aussi à différentes étapes de collaboration sur les projets REL. Les REL peuvent être intégrés de 3 façons à l'enseignement. Elles peuvent être adoptées, elles peuvent être adaptées ou créées à partir de zéro. Vous pouvez voir que les premières étapes, définir le besoin, chercher, évaluer, sont des étapes communes de toutes les façons d'intégration et de REL dans l'enseignement. Lors de l'adoption, on ne va pas changer la REL, on va l'évaluer. Après, on peut la partager avec les apprenants et il faut qu'on la garde toujours à jour et qu'on la conserve. Pour l'adaptation des REL, il y a une étape qui est la modification ou la personnalisation de la REL qu'on a choisie pour modifier et diffuser par la suite et garder à jour et de façon pérenne. Pour la création des REL, il y a une étape de création parce que là, on crée à partir de zéro. Après, toutes les 3 façons d'intégration ont en commun aussi les étapes de diffusion, de maintien à jour et de pérennisation. Le bibliothécaire est un membre de choix dans l'équipe REL. Donc, il a déjà le savoir-être et le savoir-faire pour collaborer. Donc, aux côtés des professeurs, conseillers ou technologues pédagogiques, des développeurs de contenu comme des médias ou autres types de professionnels dans notre institution, aux côtés des étudiants aussi, il joue le rôle de spécialiste de l'information qu'il a acquis par son expérience professionnelle et par sa formation, et d'autres rôles que nous allons voir au sein des équipes de développement de REL. Développer les compétences informationnelles et donc toutes les aptitudes dont les usagers ont besoin pour évaluer l'utilité, la temporalité, l'exactitude et l'intégrité de l'information est une compétence acquise. C'est un champ d'expertise et un rôle déjà joué par les bibliothécaires. Je dirais que la spécificité des REL est que nouvelles compétences viennent logiquement s'ajouter à la compétence de l'évaluation de la qualité d'une ressource REL. C'est l'évaluation de la licence de droit d'auteur et du format de la REL. En fait, c'est l'évaluation de l'ouverture légale et l'ouverture technique de la REL et son potentiel d'adaptation. Il faut aussi, à ce stade-là, pour les REL, connaître les sources d'information des REL, comme les référentiels et les agrégateurs de REL. Les compétences informationnelles sont nécessaires pour définir à plusieurs stades du processus d'élaboration d'une REL, notamment définir le besoin informationnel, chercher et évaluer aussi les ressources. Mais aussi, cette compétence-là est utile tout au long du processus de création, de REL, pardon. Les bibliothécaires jouent déjà le rôle d'experts locaux en matière de droit d'auteur pour les dossiers du libre accès, des données de recherche ou de la négociation avec les éditeurs commerciaux. Surtout en absence de bureaux de droit d'auteur ou d'experts dans certaines institutions.
Les bibliothécaires peuvent assurer le rôle d'expert local pour les licences libres aussi. Ces licences-là sont indispensables pour la croissance des REL. Le manque de connaissances des connaissances par rapport aux licences ouvertes des professeurs contribue à leur peur de perdre le contrôle et aussi perdre leur réputation. Ces compétences sont requises au niveau de l'évaluation des REL existantes, mais aussi lors de l'attribution d'une licence libre à une nouvelle REL. De bonnes pratiques en matière de droit d'auteur et d'octroi de licences sont nécessaires dès la planification et dès les premières phases de création et du développement d'une REL. Sur le site de la Fabrique REL, on recommande de choisir la REL même avant de commencer à chercher du matériel à intégrer. Parce que c'est en fonction de la licence d'origine, celle qu'on veut utiliser pour partager notre contenu, qu'on va choisir, sélectionner et intégrer d'autres ressources éducatives libres. Et puis, l'expérience a montré que c'est plus facile d'intégrer les connaissances et de sensibiliser aux droits d'auteur que de ramener des actions rétrospectives, chronophages, difficiles pour trouver des solutions. Il est aussi à noter que les bibliothécaires fournissent des informations et des services consultatifs sur les questions de droits d'auteur, de propriété intellectuelle, mais sous le chapeau du consultant. Donc, ce sont des services consultatifs et non des conseils juridiques. Il faut être clair à ce sujet-là. Comme pour les documents en libre accès, les bibliothécaires peuvent intégrer et rendre accessibles des REL dans différentes disciplines. L'expertise en développement de collection ramène aussi une sorte d'évaluation de la qualité de la ressource. Il y a certains éléments qui sont choisis, qui sont requis pour le choix de ressources. Le bibliothécaire peut aussi choisir des ressources déjà passées à travers un processus d'évaluation par les pairs, comme ceux le Open Textbook Library, par exemple. Il y a ici une réflexion à faire pour l'intégration de REL sous forme de présentation, de vidéos, des simulations et programmes, du matériel supplémentaire joint à des manuels de cours libres ou des évaluations, des banques de questions. Est-ce qu'on intègre ce type de, on va dire, format à la collection? Donc, c'est à suivre. L'expertise pertinente de nos collègues bibliothécaires des services techniques et de traitement documentaire, qui est tellement précieuse, permettent le repérage des REL et donc leur exploitation optimale. Cela inclut les étapes ou les opérations de description bibliographique, l'indexation et la classification. Ils peuvent aussi contribuer à faire le dépôt légal, à attribuer des ISBN dans le cas de livres ou des DOI, etc. L'optimisation de la découvrabilité ou la découverte et des métadonnées et l'optimisation des métadonnées est un autre champ d'expertise des bibliothécaires. Ils peuvent aider à attribuer aux REL des métadonnées selon les normes, attribuer des schémas de métadonnées recommandés, et tout ça pour accroître la découvrabilité et la visibilité en ligne. Pour les dépôts aussi, ou le dépôt et l'hébergement des ressources éducatives libres, le bibliothécaire porte aussi un chapeau important. Là aussi, il y a une réflexion à faire. Est-ce qu'on héberge au niveau local ou à l'externe? Chacune de ces options-là a ses avantages et ses inconvénients.
On croit, puis on dit souvent que l'hébergement externe favorise plus la découvrabilité, mais on a moins de contrôle sur, sur les métadonnées, le contenu et la pérennité et le versionnage aussi. À l'externe, on peut optimiser les métadonnées, mais on a plus de contrôle sur le contenu, la pérennité, la version. Par contre, l'inconvénient, c'est vraiment les questions de maintenance, de mise à jour et la gestion des serveurs. Majoritairement, pour l'option de dépôt interne, ce sont les bibliothécaires qui s'occupent des dépôts institutionnels. Donc, ils disposent de l'expertise pour la création et la maintenance de ces dépôts de REL afin de garantir leur visibilité et leur pérennité. Donc, ils peuvent optimiser tous les paramètres. Certaines institutions ou initiatives de REL autour du monde utilisent le même dépôt institutionnel pour la production conçue ou qui contient la production scientifique des professeurs ou les thèses et mémoires. Pour accueillir les REL, d'autres privilégient un dépôt séparé. Bien que les REL soient gratuites pour les utilisateurs, leur production ne l'est pas. Il est utile au début d'un projet REL de vraiment évaluer tout le budget. Est-ce qu'on a des gens à payer? Est-ce qu'on a des ressources à créer à l'externe, etc. De nombreuses bibliothèques offrent seules ou en collaboration avec d'autres services des incitations financières ou des programmes de subvention pour encourager les professeurs à adapter ou créer des REL. Ces subventions couvrent généralement des services de recherche, d'information, de rédaction, d'édition, de traduction, des coûts de conception de matériel graphique ou audiovisuel. L'un des défis de ces programmes de subvention est vraiment la durabilité. Tout le monde sait que les budgets des universités se resserrent de plus en plus, donc l'obtention d'un financement récurrent et durable pour les REL est une et sera toujours une priorité permanente pour les institutions. Les sources de financement peuvent être gouvernementales, comme exemple, c'est la Fabrique REL. La bibliothèque peut publiciser ses subventions et aider les professeurs dans la préparation des dossiers de demande de subvention. Le financement peut être aussi institutionnel, comme à l'Université d'Ottawa. Il peut être une combinaison des deux. En Colombie-Britannique, les subventions REL offertes par BC Campus Open Education aux porteurs de projets sont conditionnelles à l'obtention de fonds d'auprès de leur établissement pour le même montant de la subvention REL demandée. Donc, c'est comme on vous donne la subvention, mais à condition que ça va être une contribution du gouvernement, de BC Campus, qui est un organisme gouvernemental, et de votre institution. Les associations étudiantes peuvent aussi subventionner les incitations. C'est le cas de l'Université Concordia. C'est sûr, pour les sources de subvention, c'est un travail à faire. Il faut contacter les gérants, les gestionnaires des bibliothèques pour trouver des solutions alternatives aux coupures de budget. Les associations professionnelles et les organismes philanthropiques peuvent aussi être sollicités pour avoir des subventions pour les REL. Certaines bibliothèques consacrent une partie de leur budget à la production ou à la promotion des REL. Je peux citer l'exemple de l'ETS avec son abonnement à Pressbooks, la plateforme d'édition et d'hébergement de manuels et de livres. Une autre stratégie est d'offrir une contribution non monétaire. Ce genre de subvention peut être
sous forme de ressources, pas d'argent, comme l'utilisation du matériel et des logiciels déjà existants à la bibliothèque, ainsi que le temps et les efforts du personnel dédié au soutien des projets réels, ainsi que la gestion d'outils d'édition ou de plateformes d'hébergement. Surtout les bibliothécaires et les conseillers pédagogiques. Plaider en faveur des REL. Plaider en faveur des REL est un processus de longue haleine. Il commence par la sensibilisation, la prise de conscience, afin d'avoir des actions tangibles. Les bibliothécaires font la promotion, la sensibilisation aux ressources éducatives libres avec des formations, différents outils promotionnels, des guides, des discussions, des événements et autres types de promotion. Les bibliothécaires peuvent exercer un rôle évident de leadership au niveau institutionnel pour le soutien des initiatives REL. Dans certains cas, ils le font déjà. Ils répondent déjà à plusieurs besoins de projets et besoins institutionnels et par leur expertise, ils ramènent des solutions à la communauté des créateurs REL. En adhérant au principe des ressources éducatives libres, en les soutenant, les bibliothécaires sont des précurseurs de la transition des pratiques d'enseignement traditionnelles vers les pratiques de l'éducation ouverte. Ils sont d'excellents agents de changement. Plaider en faveur des REL vise non seulement le public, par public, je veux dire la communauté dans nos établissements, les créateurs de REL, les professeurs, les étudiants, etc., mais également les influenceurs. Par influenceurs, je peux désigner les recteurs, les décideurs au niveau de nos établissements. Et les décideurs de haut niveau, c'est vraiment au niveau gouvernemental. Donc, c'est un processus lent, itératif, organique, mais il faut passer par ce processus-là. Parmi les nouveaux rôles qu'exercent les bibliothécaires est la participation au développement des politiques institutionnelles. De plus en plus, les bibliothécaires sont invités à participer aux discussions, voire même à émettre des propositions pour l'instauration de la politique institutionnelle concernant des dossiers qui touchent à la propriété intellectuelle tels que le droit d'auteur, le libre accès, la gestion des données de recherche. Il est logique que les bibliothécaires le fassent aussi pour les REL, car un manque de politique pour les REL peut être un obstacle à leur développement et leur utilisation. Un point important à inclure aux politiques institutionnelles est celui de la reconnaissance des professeurs, utilisateurs, producteurs de ressources éducatives libres qui font ou qui ne font pas beaucoup de recherches, mais qui se consacrent surtout à l'enseignement, notamment dans les procédures de titularisation ou de promotion. La bibliothèque peut instaurer des prix comme celui des champions REL pour les enseignants, les étudiants ou tout autre professionnel contribuant au projet et qui se démarque en matière de création, d'adoption et de promotion de leadership concernant les REL. En conclusion, les bibliothèques, selon mes recherches, selon notre présentation, je peux dire que les bibliothèques pourraient jouer un rôle important dans la transformation de l'enseignement et bien sûr pour se diriger vers l'éducation ouverte. Le rôle des bibliothécaires est un enjeu professionnel important parce qu'il est au centre, en étant dans la bibliothèque, il est au centre des apprentissages, des recherches et des formations concernant ces deux axes-là. Par son expertise en sciences de l'information et les technologies de communication et tout ça,
Ses compétences professionnelles, il peut influencer positivement les initiatives institutionnelles de ressources éducatives libres. Les rôles conventionnels du bibliothécaire s'intègrent automatiquement aux différentes étapes et aux différents besoins de la création d'une ressource éducative libre et des projets de REL. La profession de bibliothécaire est en développement continu, donc il faut s'adapter pour survivre. Le bibliothécaire peut assumer les nouveaux rôles de façon naturelle et fluide parce qu'il il assume déjà la majorité. Le bibliothécaire, donc pour conclure, la conclusion de la conclusion, le bibliothécaire est indispensable pour le mouvement de l'éducation ouverte et il a sa place au sein des projets de ressources éducatives libres institutionnelles. Je vous remercie pour votre attention et vos questions sont les bienvenues. Moi, j'ai une question. Je me demandais, là, c'est la semaine de l'éducation ouverte. Il y a eu plusieurs activités qui ont été organisées par rapport au REL. On a tous des enjeux là, comment dire, de participation. Je me demandais, et puis ça, c'est une question ouverte à tous, là, mais est-ce que ce serait quoi les meilleures manières de solliciter justement les professeurs, les chercheurs, les pédagogues pour justement parce que c'est ça le gros nœud du problème. Là. Je pense que l'enjeu de participation est de ce que j'entends, il est un peu similaire partout. Là. Donc, je ne sais pas c'est quoi ton opinion maintenant, puis l'opinion des autres aussi. Est-ce que vous avez des idées de génie qui nous sont passées par-dessus la tête jusqu'à maintenant? Moi, je dirais, c'est vraiment, il faut approcher les enseignants, on va dire, sur leur terrain. Et puis, la collaboration ici est de mise. Pourquoi ne pas collaborer avec les conseillers pédagogiques qui rencontrent souvent les professeurs? Et puis, aller aux assemblées de profs ou peut-être aller au décanat des études, au service de soutien pédagogique. Et puis, il faut que aussi les bibliothécaires sortent de leur bulle et, et privilégient de travailler comme de façon diffuse, là, pas de façon en silo. Est-ce que toutes ces activités ont été bien publicisées? Est-ce qu'ils étaient rendus jusqu'aux professeurs? C'est le point de la grande question. Ben, en règle générale, on a quand même des moyens de les contacter, là, les courriels, tout ça. Mais bon, il y a un enjeu de disponibilité. Là. Les professeurs sont traditionnellement des êtres très occupés. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'ils n'ont pas le temps? Ben, si en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas le temps, c'est qu'ils décident de ne pas prendre le temps parce que c'est une question de priorité. Donc, la question, c'est comment. Il y a un enjeu de publicité, là, c'est sûr. Mais la question que je me pose, c'est comment les convaincre que ça vaut la peine, que c'est important. Parce que ça devient difficile je pense que ce que tu dis, c'est que c'est finalement du travail continu. Là. Puis je Oui, pense que oui. c'est vrai. Là. C'est- comme je l'ai présenté tout à l'heure, l'advocatie, comme C'est ça. plaider en faveur de, de, de l'éducation ouverte des REL, ça ne se fait pas en une année ou une semaine de l'éducation ouverte. Et puis, il y a aussi l'enjeu de l'engagement des professeurs. Parce que, parce que soit on est engagé, motivé par l'éducation ouverte et les REL, soit on ne l'est pas. On peut l'apprendre, notre engagement peut évoluer avec le temps, mais comme j'ai dit, si ça n'en ramène pas un plus, si on n'est pas engagé déjà, toutes les études ont montré que, bon, plusieurs études que j'ai consultées montraient que l'engagement, c'est vraiment le moteur de la participation et la création de REL. Même
incitatif de récompense et tout ça, c'est comme ce qu'on appelle comme la carotte au bout du bâton là. Ça peut fonctionner, mais à court terme. OK, je suis un enseignant, un professeur, puis j'ai déjà tous mes prix, tous mes prix, toutes mes promotions. Est-ce que je vais continuer à faire de l'éducation ouverte et des REL si je ne suis pas motivée? Mais ça prend du temps. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un processus de longue haleine. Si je peux me permettre une question, peut-être pour poursuivre dans la lignée de la question de Boris, est-ce que toi, tu as quand même travaillé sur plusieurs projets à l'ETS, dans notre établissement, puis est-ce que tu voyais, dans le fond, des choses qui ressortaient au niveau de pourquoi ces professeurs-là choisissaient de faire ce genre de projet-là? C'était quoi leur motivation à eux à le faire? C'est vraiment le partage, c'est vraiment, comment on dit, je peux utiliser une expression commune, c'est donner au prochain. Et puis, je peux citer, il y a actuellement des exemples dans nos institutions où les étudiants ont besoin de manuels de cours qui sont sur des plateformes. Ils payent, bon, c'est un exemple véridique là, ils payent $60. Tous les étudiants du cours payent $60 pour accéder à un manuel sur une plateforme vraiment bizarre, difficile. Ils ne peuvent rien faire, ni annoter, ni partager, ni rien pendant 3 mois. Après, ils n'ont plus accès. Il y a un professeur qui a été justement, ça l'a marqué. Il a décidé de faire une REL pour la rendre disponible, adaptable, sous plusieurs formats, gratuitement. Ça, c'est une raison. L'autre raison, c'est qu'il y a des professeurs qui sont conscients que les ressources éducatives libres leur ramènent de la visibilité parce que leur travail va être partagé. C'est comme leur ramènera aussi de l'autorité, étant reconnu comme rédacteur de cours d'université, on va dire canadienne. Par contre, il y a des frileux, c'est comme on a vu tout à l'heure, c'est comme ils ont peur de ce qui va se passer après ils vont perdre le contrôle sur leur droit d'auteur, sur leurs ressources. Si quelqu'un va juste altérer ma ressource et puis me faire dire ce que moi je n'ai pas dit, ça aussi, ça peut être une atteinte à la réputation. Mais c'est là où il y a vraiment un enseignement pour les licences libres parce que les gens peuvent modifier la ressource, mais toi, tu vas avoir l'attribution pour la ressource originale. Mais c'est vraiment la motivation. Mais c'est bon, dans le fond, tu sais, je pense que ce que tu fais ressortir dans ta réponse, en tout cas à mes yeux, à moi, c'est qu'il y a il y a d'identifier ceux qui sont déjà des convertis, des ambassadeurs qui ont cette volonté-là. Tu sais, dans certains des enseignants, vu que je travaille avec Mouna, j'ai la chance d'être un petit peu au courant là, du genre de professeurs qui collaborent. Tu sais, il y en a qui sont déjà, la porte d'entrée, ça a été un peu le libre accès, dont ils connaissaient déjà, dont ils avaient déjà entendu parler. Fait que ça a été une porte d'entrée. Mais d'un autre côté, tu mentionnes aussi, il y a quand même des avantages, même s'ils ne sont pas pour l'investissement de temps, même s'ils ne sont pas toujours aussi évidents, il y a quand même des avantages au niveau de la visibilité, de la reconnaissance, de la réputation des chercheurs aussi à développer. Fait que c'est quand même deux réponses intéressantes à la question. Ouais. Il y a aussi le facteur temps, surtout pour les jeunes professeurs qui veulent faire leur preuve. Donc, c'est même le professeur Fuhrman, lors de mes discussions et nos discussions, il m'a dit que lui, personnellement, il déconseille à un jeune professeur de s'engager dans un processus admettons, d'élaboration d'un manuel de cours libre. Il n'aura ni le temps, ni le budget, ni le soutien, c'est relatif. Après, on parle beaucoup de la contribution des étudiants qui est tellement importante, mais aussi les étudiants sont
sont un cas spécial parce qu'il y a un taux de roulement. Ils sont souvent en apprentissage, donc il y a plusieurs facteurs qui influencent. Soit j'y vais, soit j'y vais pas. Je me permets de relayer, tu avais dans le chat, d'ailleurs, merci à Alexandre Inkerli qui a partagé beaucoup de ressources quand tu parlais notamment de l'argent, en fait, des subventions et tout ça. Je pense qu'il avait lancé une question à savoir pour le potentiel d'adaptation, est-ce qu'on inclut des questions de compatibilité pédagogique, des limites de format de fichier? C'était quoi la question? Elle est un petit peu plus haut dans le chat, ou je ne sais pas si Alexandre, tu veux la... Oui, Ouais. limite de format. Oui. Pour le Ouais, oui. c'est ça, OK. Ben, ça répond parce que les questions de format sont vraiment assez importantes pour l'adaptation. On dit souvent, tu sais, si la licence le permet, c'est déjà bien, mais si c'est un PDF, il y a pas beaucoup de potentiel d'adaptation technique. Puis d'ailleurs, il y a des problèmes d'accessibilité, même si c'est une ressource qui techniquement est libre. Puis aussi la compatibilité pédagogique de dire, ben, j'aimerais bien utiliser ça, mais c'était vraiment prévu pour son cours à elle, à tel endroit, à tel moment, mais ça passe pas très, très bien. Fait que le potentiel d'adaptation, je pense que les bibliothécaires pouvaient vraiment aider là-dessus, là. Oui, et puis une des forces des REL, c'est vraiment l'adaptation. Si la REL a été conçue dans un contexte pédagogique, géographique, temporel X, si les informations ne sont pas désuètes, donc on peut toujours l'adapter, soit adapter le contenu pour qu'il s'aligne avec les critères pédagogiques qu'on veut ou le style d'apprentissage des apprenants ou les critères culturels d'un pays ou d'une région. Ça, c'est faisable. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'efforts à déployer. Mais c'est faisable. Concernant la liberté, on va dire, légale, qui est vraiment la licence libre. Certes, les différentes REL sont partagées avec différentes licences libres. Généralement, c'est les Creative Commons, mais juste pour les licences Creative Commons, il faut vraiment prendre ça avec des gants parce qu'il y a la question de la compatibilité des licences, surtout pour l'adaptation. Une licence d'attribution ou une licence comme la majorité, je vois qu'il y a une tendance pour le partage des REL. Les gens partagent avec une attribution non commerciale partagée aux mêmes conditions. Mais cette licence n'est pas compatible avec les 5 autres, on va dire, pas les 5, les 3, parce qu'il y en a 2 qui ne sont pas libres des Creative Commons. Il y a aussi l'ouverture technique. C'est vraiment concernant les formats, les logiciels qu'on utilise pour créer et diffuser les REL. Si la licence nous permet de partager une REL librement, mais le format est non éditable, là, il y a un problème. Après, est-ce que si on prend une présentation PowerPoint et un PDF, on ne pourra pas les adapter, les remixer? Donc, c'est du cas pour cas. C'est sûr que, on va dire, pas les critères, l'environnement, l'écosystème actuel il est encore en développement, que ce soit les licences libres, que ce soit les formats, soit je trouve pas le mot, les façons de faire des REL est toujours en développement. Oui, je vois que tu parlais de communauté de pratique, oui. Parmi les compétences, c'était la collaboration, et puis la collaboration peut être à l'interne ou à l'externe aussi. Et puis, communauté de pratique favorise justement l'avancement des choses.
Et aussi les initiatives gouvernementales. Là, je peux faire un clin d'œil au réseau des leaders REL, à la fabrique REL, qui ont été comme d'un soutien important pour apprendre beaucoup de choses aux participants. Mettre en valeur leurs pratiques actuelles et pédagogiques. Oui, absolument. La collaboration avec les étudiants. C'est sûr que le principe est louable, mais il faut s'adapter sur le terrain. Parce que c'est pas que bon, je veux juste dire les choses de façon diplomate. Ma question est, est-ce que les étudiants seront toujours efficaces? Parce que le projet REL, il est limité par le temps, par le financement. Peut-être faire contribuer les étudiants, mais moduler leur contribution parce que c'est un apprentissage aussi à faire. Et puis, ils peuvent aussi participer à la création de futurs REL ou de ressources complémentaires basées sur la REL en question. C'est comme faire ils peuvent annoter, ils peuvent faire une critique. Et ça sera aussi une REL, une autre façon de collaborer. Parce qu'on a pensé à intégrer les étudiants, mais il y a plusieurs pistes. Est-ce qu'on intègre les associations étudiantes? Est-ce qu'on intègre l'association qui chapeaute toutes les associations étudiantes du Québec dans le projet que mon professeur à l'ETS a fait avec la fabrique REL? Il a embauché des étudiants, il les a payés. Et puis, ils ont même participé gratuitement au comité de lecture. Après, parmi les rôles aussi que le bibliothécaire peut jouer, c'est vraiment l'édition. Donc, c'est ce qu'on fait à l'ETS. Donc, on reçoit le texte du professeur, on s'occupe de la mise en forme dans Pressbooks. Il y a une avenue peut-être de recruter un éditeur, un vrai rédacteur en chef ou de bénéficier de l'expertise des presses universitaires pour vraiment instaurer un système de création de REL costaud. Beaucoup de manuels ont le même problème. Je dirais qu'au Québec, on n'a pas le problème des coûts des manuels, il existe. Il est plus pointu pour certaines disciplines, mais il n'est pas aussi intense que dans le côté anglo-saxon. Par contre, il y a un grand écart entre les REL francophones et le nombre et la production de REL anglophones et de REL francophones. Donc, il faut remédier à ça rapidement. Merci pour les liens. Ma caméra ne fonctionne plus pour une raison que je ne m'explique pas, mais merci beaucoup, Mouna, pour l'atelier. Merci d'avoir assisté à ce webinaire.